L'histoire de la légitimité de 1883 à nos jours. L'histoire de la légitimité, et du mouvement légitimiste qui l'a porté, est celle de la fidélité à l'ordre naturel de la monarchie traditionnelle, et celle du refus de tout ralliement à la modernité, 1830 et 1883, refus du ralliement aux Orléans qui prétendent se faire roi en violant les lois fondamentales du royaume. 1892, refus du ralliement de l'Église à un régime républicain qui revendique l'autonomie de l'homme à l'égard de la nature humaine, et donc par rapport à la volonté du Créateur de cette nature. 1965, refus du ralliement à la modernité d'une Église catholique qui entend s'attirer les bonnes grâces de la religion de l'homme-dieu lors du Concile Vatican II. En ce 7 décembre 1965, le discours de clôture du Concile Vatican II, prononcé par le pape Paul VI, ne laisse en effet aucun doute sur l'objectif du Concile. La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. À la manière d'Antigone, le combat qui fait l'honneur des légitimistes consiste à proclamer la loi naturelle et divine, parfois même en s'opposant aux autorités politiques ou religieuses censées la défendre. La rédaction. Grand 1, avertissement de vive le roi. Le texte qui suit est une reproduction de la synthèse universitaire de Jean-Claude Drouin intitulée « Les non-ralliés deux fois, les Blancs d'Espagne » de 1883 à nos jours. On remarquera aisément que l'auteur est éloigné de la légitimité, mais, en bon chercheur, il s'efforce de s'abstraire de ses préjugés pour s'attacher aux faits tout en prenant bien soin de mentionner ses sources. Grand 2, du refus des ralliements aux Orléans, 1883, et à la République, 1892. 2.1. Note sur le mot « ralliement ». Si l'on suit le littré du XIXe siècle, le point de ralliement est au figuré une opinion sur laquelle des personnes en dissentiment sont d'accord. Nous avons vu dans ce colloque comment les monarchistes français avaient été fortement poussés par le pape Léon XIII à se rallier à la forme républicaine de gouvernement. Certains refusèrent et furent des réfractaires, ils restèrent fidèles au comte de Paris, mort en 1894, et après au duc d'Orléans, prétendants orléanistes qui rallièrent à leur drapeau tricolore la plus grande partie des monarchistes non ralliés. Mais dès 1883, une minorité de monarchistes dits légitimistes avait déjà refusé de se rallier aux Orléans et était restés fidèles au drapeau blanc. Ce sont les Blancs dits d'Espagne, par leurs adversaires, surnommés à leur tour les Blancs d'Eux, du nom du château de Normandie, possession des Orléans. 2.2. Le refus des ralliements de Joseph Dubourg. Joseph Dubourg publia en 1910 un livre qui provoqua une polémique dans Les Entrevues des Princes à Frosdorf, 1873 et 1883, La vérité et sa légende. L'auteur ne cachait pas ses opinions légitimistes et carlistes au sens propre des termes. Son but en théorie n'était pas de faire un acte politique, mais de rappeler la question de la succession du comte de Chambord, où Henri V, mort à Frosdorf en août 1883. Pour Dubourg, la loi salique est immuable. Le roi n'avait pas le pouvoir de la modifier. L'eût-il voulu, il en était le gardien. Joseph Dubourg est un des principaux membres de cette petite église de Frosdorf qui se définit par le refus de 2 ralliements successifs. Pas de ralliement aux Orléans en 1883. Pas de ralliement à la République en 1891. Dans la conclusion de cet ouvrage, Joseph Dubourg raconte sa première entrevue avec le successeur légitime de Henri V, Don Juan. Il fut fort aimable. Mais mon Dieu, où en sommes-nous? Ce pauvre prince, après quelques sourires et phrases aimables, se met à me raconter des chasses au canard, à l'aigle, ses succès photographiques et son invention de bateaux en caoutchouc. J'étais stupéfait. Je me dis néanmoins que, malgré le passé de ce prince, le principe devait passer avant tout. Les personnes passent, les principes restent. Et Dubourg plaint les royalistes qui se sont ralliés aux Orléans et qui ont fait des actes plus difficiles que lui. Dubourg est l'exemple de ces ultras qui continuent en 1883 à crier « Vive le roi quand même ».
La personnalité des princes qui deviennent rois de France sur le plan théorique ne leur convient pas, mais pour eux, qui refusent le ralliement aux Orléans, il s'agit de défendre le principe fondamental, d'après le droit monarchique, la couronne appartient à l'aîné des Bourbons. La Providence en faisant sentir à notre conscience l'obligation de maintenir les principes de la monarchie, légitime et chrétienne, comme pouvant être dans l'avenir le moyen efficace de défense religieuse et de régénération pour la France, nous place dans une position vraiment difficile. Afin de présenter les non-ralliés 2 fois, nous examinerons d'une façon chronologique ce qui s'est passé depuis la mort du roi Henri V en 1883 jusqu'à l'époque contemporaine parmi la petite minorité de ceux qui ont parfois été surnommés d'une façon ironique les Blancs d'Espagne. Mais eux-mêmes se disaient être les véritables royalistes français, héritiers directs des légitimistes du XIXe siècle, qui ne s'étaient ralliés ni à la quasi-monarchie de Louis-Philippe, ni à la République de 1848 ou de 1870, ni à l'Empire bonapartiste. 2.3. Les légitimistes à la mort du roi. Henri V, comte de Chambord, 1804-23. Au début de 1884, le temps, pourtant hostile aux royalistes, rend compte d'un grand nombre de manifestations légitimistes. La Ligue populaire de Nicoulot et de Georges Berry aurait réuni plus de 600 personnes dans une salle du 6e arrondissement de Paris et présenté un candidat aux élections de Montmartre. Selon l'auteur de l'article, les Jésuites restaient le modèle de la reconquête morale et politique de la France depuis le Sacré-Cœur de Montmartre. « Restons unis et la République est perdue » aurait été le mot d'ordre de ses adversaires de la République néfaste déesse. Il prônait aussi des associations professionnelles et la participation, c'est-à-dire l'union du capital et du travail. Mais en fait, l'unité ne fut pas réelle. Ce fut plutôt un refrain d'opéra comique, comme le dit un journaliste du Temps le 11 janvier 1884. Le légitimisme pur était alors représenté par le Journal de Paris et par la fondation du 27 juillet 1884 d'un nouveau parti à la salle de Société de géographie. Le Temps en rend compte le surlendemain. Les royalistes réunis le 27 juillet 1884 affirment leur inébranlable attachement à la cause du droit monarchique, héréditaire et traditionnel, dont le chef de la maison d'Anjou est depuis la mort d'Henri V, en vertu de la loi salique, le représentant légitime. À côté d'une délégation d'ouvriers parisiens, les auteurs de cette déclaration étaient Sébastien Laurenti, Catelino, le comte d'Andigné, de Foresta, de Quérandal et Gibert, excusés. Le Temps ironise, bien sûr, sur ce nouveau parti et la découverte d'un nouveau roi. La création d'une nouvelle maison royale, la formation d'un nouveau parti politique, comme s'il n'y en avait déjà pas assez. Grand 3, le roi Jean III, 1822, 1883, 1887, successeur du comte de Chambord. 3.1. Jean III, prétendant au trône d'Espagne, mais successeur des rois de France. Le nouveau roi, Jean III, est alors l'enfant d'Espagne, Jean-Charles Marc Isidore, né le 15 mai 1822, fils de l'enfant Charles ou Don Carlos comte de Molina, 1788-1855, et de Marie-Françoise d'Assise, 1800-1834, fille de Jean VI, roi de Portugal. Il avait épousé en 1847 la sœur de la comtesse de Chambord, Marie-Béatrice Anne-Françoise, archiduchesse d'Autriche. Leur fils aîné, l'enfant Charles, duc de Madrid, avait épousé à Frosdorf en 1847 la princesse Marguerite de Parme, fille de Charles III, duc de Parme, et de Louise de Bourbon-Artois, et donc la nièce du comte de Chambord. Prétendant carliste après la mort de son frère Charles, comte de Montemolin en 1861, Jean de Bourbon avait finalement abdiqué en 1868 en faveur de son fils aîné, le duc de Madrid, Charles VII, en Espagne. C'est lui qui, par la volonté du comte de Chambord, marchait en tête des Capétiens lors des obsèques. On sait que le comte de Paris s'était retiré avant les obsèques. Quant à Jean III, il avait refusé le 3 septembre de signer une renonciation présentée par un ex-conseiller d'État, M. de Bellomer, lui demandant de renoncer à ses droits au trône de France. Le Temps se trompe donc quand il déclare « Reste à savoir maintenant
Si la maison d'Anjou acceptera cette couronne, qui lui offre 300 fidèles, dont de nombreuses dames, sur une population de 36 millions d'habitants. Les princes de la maison Bourbon-Anjou avaient déjà accepté, et il y avait un grand nombre de royalistes français pour qui, le journaliste du temps le reconnaît lui-même, le comte de Paris est l'incarnation vivante de la Révolution par la tradition de sa race, par son éducation, par son entourage. De juillet à septembre 1884, le journal se fait l'écho des attaques lancées dans le Figaro par le comte de Riançay contre la comtesse de Chambord et le groupe constitué autour de Maurice d'Andigné, du Pavillon et Jude de Querneret. Les amis du comte de Paris ont fermé la porte à tout accommodement. La lettre est une véritable déclaration de guerre. Les légitimistes purs posent eux aussi au début septembre un ultimatum au comte de Paris. Et le temps de triompher, quel aveu d'impuissance croissante du parti monarchique, malgré les espérances conçues au lendemain de la mort du comte de Chambord, 2 septembre. 3.2 Les fidèles blancs d'Espagne. On estime que la moitié seulement de l'entourage de Henri V s'est rallié à la thèse des droits des Anjou. Les aumôniers, Monseigneur Curé et le Père Boll, ainsi que l'exécuteur testamentaire Huette du Pavillon, défendait aussi la thèse d'une règle de succession que le comte de Chambord lui-même ne pouvait pas changer. Il légua d'ailleurs à son beau-frère, devenu son héritier, les archives royales et les croix des ordres. Les Blancs d'Espagne se groupèrent autour de Joseph Dubourg et de Maurice d'Andigné, avec l'organe hebdomadaire, le Journal de Paris, dominé par la personnalité de Guillaume Véran. Un autre journal étudié par nous en 1981, Le droit monarchique, paru de décembre 1883 à novembre 1884 comme expression du groupe des légitimistes purs qui ont refusé de reconnaître un Orléans, le comte de Paris, comme roi légitime de la France. Le temps du 21 novembre 1883 constatait « Les monarchistes français passent par-dessus les Pyrénées pour aller chercher leur roi de l'autre côté de la frontière. » La totalité des Blancs d'Espagne était fidèle à Don Juan ou Jean III, mais le libéralisme et les mœurs de ce dernier, ainsi que ses hésitations entre la France et l'Espagne, compliquaient la situation. Certains prétextaient la renonciation de Jean III en faveur de son fils pour reconnaître ses fils, Don Carlos ou Don Alfonso Carlos. D'autres regrettèrent que Don Juan prétende en même temps aux 2 couronnes. En fait, tous les princes consacrent alors l'essentiel de leur énergie à la lutte des carlistes en Espagne. Ils portaient tous des titres espagnols, comte de Montizon pour Jean III, duc de Madrid et duc de San Jaime pour ses 2 fils. Le comité central de propagande légitimiste mis en place en 1884 rallie à lui des grands noms du monarchisme, le général de Castellino, Urbain de Maillet. Le temps reconnaît que « Monsieur d'Andigné raisonne fort juste, en ne voulant pas accepter 1830. » Les congrès annuels se déroulent avec plus de 600 participants, 1887. Les autres grandes manifestations se déroulent à l'église de la Madeleine à Paris le 21 janvier ou pour la Saint-Michel à Sainte-Anne-d'Auray, 3000 pèlerins en 1890. Lors des obsèques de la reine Marie-Thérèse d'Autriche-Est en 1886, ce fut Castellino qui eut l'honneur de tenir le drapeau blanc. Certaines régions connurent des comités locaux. Dans le nord, autour des juristes Coquille et Gustave Théry, bâtonnier à Lille. Dans le Midi, dans le Nivernais avec Charles Duverne et le comte de Momigny. Dans le Poitou, en Franche-Comté. Les représentants dans les revues et les brochures furent Joseph Dubourg, ancien secrétaire des commandements du comte et de la comtesse de Chambord, qui reprit les thèses des théoriciens comme Blanc de Saint-Bonnet et Monseigneur Pie, l'évêque de Poitiers. Grand 4. Le roi Charles XI, 1848, 1887, 1909, dans la tourmente du ralliement de l'Église à la République. 4.1 Division des légitimistes au sujet du général Boulanger. Don Carlos avait désigné en 1889 son représentant en France, le prince de Valorie. Mais les princes d'Anjou furent peu actifs. Leurs partisans en France se divisèrent une fois de plus lors de la crise boulangiste. Maurice d'Andigné, propriétaire du Journal de Paris, soutenait le général qu'il considérait anti-orléaniste, tandis que les autres personnalités du mouvement,
Catelino, Henri Marchand, Guillaume Véran, auteur de la brochure « Le boulangisme devant la légitimité » 1889, y étaient hostiles, il y eut une réconciliation superficielle lorsque le ralliement prôné par Léon XIII provoque une nouvelle scission. 4.2. Division des légitimistes au sujet de l'encyclique sur le ralliement. Avec Dandigné, une fraction des maigres troupes du légitimisme suivit le conseil pontifical, le journal de Paris cessa d'être l'organe légitimiste. Mais d'autres autour de Valory parlèrent des saintes et nobles utopies du pape et critiquèrent la trahison de Maurice Dandigné. Le roi Charles XI désavoua son représentant et refusa, afin de suivre les consignes pontificales, d'avoir à nouveau un représentant en France. Après 1892, le courant légitimiste se divisa à nouveau. Le dernier banquet annuel, tradition depuis 1884, se déroula le 16 juillet 1892. Présidé par Valory, il fit éclater la rupture entre Valory et le prétendant Charles XI ou Carlos VII en Espagne. Ce dernier avait écrit de Venise une lettre au comte de Paris le 23 mai 1892 pour protester contre sa prise des pleines armes de France. Il se disait chef de nom et d'armes de la maison de Bourbon. Moi seul, aîné des Bourbons, chef de nom et d'armes de la race d'Hugues Capet, de Saint-Louis et de Louis XIV. Et par moi, mon fils et mon frère, nous avons le droit de porter son écusson royal d'azur à 3 fleurs de lys d'or, sans brisure. Comme l'indique Henri de Valory dans son livre Don Carlos et le Conseil des 10, les lettres de Charles XI furent toutes rédigées par lui, Valory, entre 1889 et 1892. 4.3. Consécration solennelle, faite par le roi de sa personne et de la France au Sacré-Cœur. Charles XI avait comme roi de France chargé le 11 juin 1889 Joseph Dubourg d'aller déposer à Paray-le-Monial un document solennel consacrant sa personne et la France au Sacré-Cœur, conformément à la demande faite par Marguerite Marie Alacoque au roi Louis XIV. Il avait lancé aussi des messages auprès des pèlerins légitimistes de Sainte-Anne-d'Auray. Vous leur direz qu'il n'y a que 2 politiques en présence dans l'histoire contemporaine, le droit traditionnel et le droit populaire. Entre ces 2 pôles, le monde politique s'agite. Au milieu, il n'y a que des royalistes qui abdiquent, des usurpations et des déclarations. En 1896, le comte Urbain de Maillé est à nouveau accrédité par Don Carlos. Dans l'Ami du clergé paraissent des articles qui sont à l'origine d'une polémique ardente avec les orléanistes. Ils sont l'œuvre de Monseigneur Amédée Curé, ancien aumônier d'Henri V, qui vient conforter le point de vue légitimiste. En 1896, le comité central de propagande légitimiste est réorganisé sous l'appellation de Conseil central des comités légitimistes qui survit jusqu'en 1914. 4.4. L'acceptation du ralliement par Charles XI provoque le schisme sévillan de Valory. Charles XI blâma le discours de Valory au congrès légitimiste de 1892 et lui retira son accréditation. Ne voulant pas rallier la République, désavoué par le roi, le prince de Valory se tourna alors vers un autre prince bourbon de la maison d'Anjou. Le prince François-Marie, né en 1853 à Toulouse, petit-fils de l'infant François de Paule, fut choisi de Valory, qui publia en mars 1895 dans la Nouvelle Revue un article intitulé « François de Bourbon, duc d'Anjou », avec cet avis de la direction « Les plaidoyers de Monsieur le Prince de Valory en faveur de la légitimité du futur roi de France intéresseront nos lecteurs comme une page d'histoire ancienne. » Le prince général de division dans l'année espagnole prêta une oreille attentive aux arguments du prince de Valory et se proclama duc d'Anjou, chef de la maison de France, puis François III, roi légitime de France. Il assigna, pour usurpation des armes de France, l'aîné de la branche d'Orléans devant la première chambre du tribunal civil de la Seine le 7 juin 1896, mais il fut débouté de sa demande le 28 juin 1897. La mort de Valory en 1898 ne marqua pas la fin du schisme sévillan. Le prince François-Marie continua sa carrière dans l'armée espagnole et mourut à Madrid le 28 mars 1942.
Le schisme sévillan connut un succès relatif autour de François III ou d'Henri VI. Une petite presse sévillane se poursuivit jusque vers 1910. La royauté nationale, 1903-1904, qui veut fonder un parti, celui de l'honnêteté, du droit et de la justice, numéro 1 du 5 décembre 1901, et qui demande la participation de l'ouvrier au bénéfice de l'entreprise, 17 janvier 1904. On peut citer aussi l'Union nouvelle de 1904 à 1909. Selon certains, le mouvement se serait poursuivi jusque dans l'entre-deux-guerres. Le comité Charles X d'André Hiver était placé sous le patronage d'un Séville. En 1931, Paul Watrin, dans La science historique, critique l'usurpation du faux Henri VI, roi de France. 4.5. Un prince peu actif. Du côté carliste, Jean III était mort à Brighton le 18 novembre 1887. Son fils, Charles XI, après ses échecs en Espagne, se tourna vers la France. Après Valory, son représentant en France fut le comte Urbain de Maillé de la Tour-Landry. Mais ses interventions dans la politique française furent peu nombreuses. Beaucoup lui reprochèrent sa passivité et son acceptation de l'encyclique sur le ralliement. Cependant, il écrivit en 1906 une lettre aux Français pour leur demander de s'affranchir d'un joug maçonnique et satanique en revenant franchement et avec l'ardeur qui vous caractérise à la vraie tradition chrétienne et nationale, dont par ma naissance, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, je suis le seul représentant légitime. Grand 5, le roi Jacques Ier, 1870, 1909, 1931, au temps de l'Action française. 5.1. Brève biographie du nouveau prince. Après sa mort survenue à Varèse, en Italie, le 18 juillet 1909, son fils aîné devenait en droit le légitime successeur des rois de France. Jaime, connu en Espagne sous les appellations de Don Jaime III et de duc de Madrid, fut ensuite le chef de la maison de Bourbon et Jacques Ier, roi de France. Né à Vevey en Suisse le 27 juin 1870, il fut élevé à Paris jusqu'à l'expulsion de son père en 1881, car Don Carlos avait été acclamé par des Saint-Cyriens à Saint-Germain-des-Prés. Officier dans l'armée russe, il avait participé à l'expédition des Boxers et à la guerre de Mandchourie. En 1909, il démissionna pour venir s'installer à Frosdorf, dont il avait hérité de la comtesse de Chambord, morte en 1886. Il s'occupait bien sûr de la cause carliste en Espagne et dans le cadre français, revendiqua en 1911 son titre de chef de la maison de Bourbon. Une lettre reproduite dans la grande presse protesta contre le port de la croix de Saint-Louis par le général de Charette qui pensait pouvoir le tenir du duc d'Orléans. 5.2. Essor de la presse et des études légitimistes d'avant la Grande Guerre. Sur le plan de la presse, le Conseil central des comités légitimistes, avec de Maillet et Maurice de Jonquière, lancèrent le 10 mars 1911 une revue bimensuelle, La Monarchie française, qui connut 14 numéros jusqu'au 15 janvier 1912 sous la direction de Cathelineau Montfort. Le drapeau blanc d'Émile Parra, un transfuge de l'AF, ne parut que peu de temps en 1913. La monarchie française qui tentait de lutter en 1911-1912 contre le positivisme de l'Action française ne fut pas soutenue par Don Jaime. Mais le plus remarquable est la prolifération de brochures et de livres axés sur des problèmes d'histoire du droit. On peut citer parmi les principaux titres les œuvres d'Hilaire de Curzon qui polémiquent à Poitiers avec le marquis de Roux, 1910-1911. Celle de Robinet de Cléry sur les prétentions dynastiques de la branche d'Orléans, 1910. La thèse de droit d'Henri de la Perrière. De la succession à la couronne de France dans la dynastie capétienne, 1908, qui précède. Celle du prince Sixte de Bourbon. Parme le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, 1914. Des revues comme Le Correspondant, la revue critique des idées et des livres, la revue hebdomadaire publie des articles favorables aux thèses légitimistes carlistes, les souvenirs de Goritz du marquis de La Tour-Pin-Chambly, 1909, dans la seconde, les dernières heures du drapeau blanc dans la troisième, 1909. Aux yeux de beaucoup,
Ces légitimistes restés fidèles aux héritiers naturels d'Henri V sont les courtisans de l'impossible, selon le mot d'un ancien légitimiste allié à la République, Henri des Houts, dans le constitutionnel du 24 juin 1890. Ce légitimisme est à la fois représenté dans les campagnes du Midi et parmi les intellectuels et érudits qui polémiquent avec les orléanistes et les nondorfistes, qui se disent aussi légitimistes. L'avant-garde de l'Ouest, 1889-1892, à Dol de Bretagne. L'avant-garde de Provence, 1889-1892, à Marseille. L'Avranchin, 1804-23-1891. La Chronique de l'Ouest, 1884-1889. Furent les principaux titres légitimistes et carlistes à la fin du XIXe siècle. Grand VI, le roi Alphonse Ier, 1849, 1936, 1941. 6.1. Nouvelle réunion des couronnes d'Espagne et de France sur une même tête. Avant de mourir à Paris le 2 octobre 1931, Jacques Ier avait réussi la réconciliation avec le roi Alphonse XIII lors d'une rencontre le 23 septembre 1931, avenue Hoche. Le roi de France in partibus devait être l'oncle de Jacques Ier, mais celui-ci n'ayant pas d'enfant, le titre devait revenir à Alphonse XIII. De 1931 à 1936, le roi de France fut Charles XII, en fait Alphonse Charles duc de San Jaime et Alphonse Carlos Ier en Espagne, pour éviter toute confusion avec Alphonse XII. Né à Londres en 1849, il avait été zouave pontifical et héros controversé des guerres carlistes. En France, il accorda son soutien à Paul Watrin et à son équipe. 6.2. Le légitimisme de l'entre-deux-guerres, porté par Paul Watrin. De 1921 à 1940, Paul Watrin défendit la cause légitimiste dans La science historique et la loyauté, revue des événements contemporains, 1928, animée par un ancien maurassien, un juif converti, Georges-Marc Zadok. Le vieux duc de San Jaime mourut à Vienne le 29 septembre 1936, victime d'un accident de la route. L'aîné de la maison de Bourbon se trouvait être le roi Alphonse XIII d'Espagne. Le chef de la branche libérale alphonsine devenait le chef de la maison de Bourbon. En Espagne, la succession carliste fut obscurcie par les prétentions du prince Xavier de Bourbon-Parme. Mais en France, à part quelques légitimistes de la cause parmesane, la quasi-totalité acceptèrent la royauté toujours très théorique d'Alphonse Ier roi de France, ou Alphonse II pour Paul Watrin, qui dans la science historique avait donné à Don Alphonse Carlos le titre d'Alphonse Ier. En fait, à partir du 28 février 1941, les deux successions de France et d'Espagne, entremêlées depuis 1883, pour le plus grand malheur de la cause légitimiste, étaient dissociées. Du côté espagnol, Alphonse XIII d'Espagne avait abdiqué le 15 janvier 1941 en faveur de son fils Don Juan comte de Barcelone, Don Jaime ayant renoncé au trône le 21 juin 1933 pour des raisons de santé. Du côté français, Jacques duc de Ségovie. Les légitimistes citent souvent le conseil d'Alphonse XIII à son fils. Nous avons dans notre famille deux successions royales. L'une, celle de France, est nette et formelle. L'autre, celle d'Espagne, est complexe et dépendante de l'accord des Cortés. La Gazette royale numéro 10, janvier 1958. Mais les circonstances se prêtaient évidemment très mal à une double restauration, même si Alphonse XIII, dans une conversation qu'il aurait eue à Genève avec l'ambassadeur de France, Georges Scapini, aurait déclaré qu'il fallait rétablir la monarchie légitime en France et en Espagne en se désignant du geste. Paul Watrin avait mené, du moins jusqu'en 1942, des activités antisémites et antimaçonniques. Après sa mort, de nombreuses tentatives furent menées pour représenter et organiser le légitimisme. Grand VII, le roi, Jacques, Henri VI, 1908, 1941-1975. 7.1. Don Jaime, Jacques, duc d'Anjou, nouveau roi de droit. Le roi de droit était Don Jaime, duc d'Anjou et de Cadix, né en 1908, fils cadet du roi Alphonse XIII d'Espagne. Il avait dû renoncer en 1933 au trône d'Espagne en faveur de son frère Juan comte de Barcelone, mais il devint en 1941 le chef de la maison de Bourbon à la suite de la mort d'Alphonse XIII. Dès le 31 juillet 1946,
Dans une déclaration, il proclamait son droit au trône de France et prenait le titre de duc d'Anjou. 7.2. L'Association générale des légitimistes de France, AGLF, et la Gazette royale. Depuis, il présida souvent les messes traditionnelles du 21 janvier. Il encouragea en 1956 Michel Jossaume, quand ce dernier lança le bulletin légitimiste Le Drapeau blanc. Et il patronna en 1957 la création de l'Association générale des légitimistes de France, animée par Mademoiselle Marie de Tassin, Édouard de Roquefeuille-en-Duze, puis Pierre Tollet. le journal La Gazette royale diffusait les déclarations du roi qui avait le nom de Henri VI sur les problèmes de l'époque, Algérie, avortement. Le mouvement connut un certain succès avec les thèses corporatistes d'Alger, disciple du docteur Lefebvre, Charles Clerget-Gurnot, de la Restauration nationale d'Alger, le docteur Godard. La Gazette royale devint un mensuel avec les collaborations de Philippe Proutot, Jean Feraudy, Jacques Rambaud et Hervé Pinoteau, auteur d'un essai légitimiste, Monarchie et avenir, paru aux Nouvelles Éditions latines en 1960. Mais des crises intestines et la fin du drame algérien mirent fin à l'AGLF. 7.3. D'autres mouvements légitimistes assurent le relais. D'autres organismes lui succédèrent. De Roquefeuille-en-Duze et le docteur Godard créent les cercles d'études Chateaubriand-Bonald. D'autres animent le Centre doctrinal d'action royaliste, CDAR, avec la revue Tradition française, 29 numéros parus jusqu'en 1966, animé par Guy Auger, Alain Néry. Le conseil de Monseigneur le duc d'Anjou est alors constitué pour former le secrétariat des princes. Hervé Pinoteau, Pierre de la Forest d'Yvonne et Patrick Esclaffer de Rhodes, qui édita à partir de 1972 un bulletin d'information. Après Tradition française, les membres de l'ancien CDR diffusèrent d'une façon irrégulière une lettre aux amis de la légitimité, puis surtout à partir de septembre 1974, un trimestriel, La Légitimité, d'abord ronéotypé, puis imprimé qui connut un succès certain. Le roi Jacques-Henri VI est mort en 1975 lorsque le numéro 3 de La Légitimité paraissait. Ses partisans reconnaissaient que son mérite avait été de ne jamais signer en France que des déclarations d'une parfaite orthodoxie contre-révolutionnaire. Grand 8. Le roi Alphonse II, 1936, 1975, 1989. Reconnu roi de droit, il laissa le principe de la monarchie à son fils Louis-Alphonse, duc de Cadix, devenu Alphonse II. Commence alors une étape de l'histoire du légitimisme français qui se prolonge encore après la mort brutale de ce prince Bourbon en 1989 et sa succession assurée par Louis XX. Le mythe légitimiste continue autour de l'Institut de la Maison de Bourbon et un journal fondé en 1984, la feuille d'information légitimiste, Fil, qui a dépassé 130 numéros. Grand 9. Conclusion. 9.1. Ces fidèles qui résistent au ralliement. Les Blancs d'Espagne sont donc bien des non-ralliés deux fois. Non ralliés au comte de Paris et à la branche des Orléans en 1883-1884, non ralliés à la République en 1891. Mais ce groupe déjà très minoritaire connaît des crises nombreuses, car certains se rallièrent à d'autres personnes et à d'autres courants. Ralliement à Boulanger, ralliement au Séville, ralliement au Sillon et à la démocratie chrétienne, ralliement à la Révolution nationale de Vichy, ralliement à Maurras. La formule de traditionnalisme intégral avait été lancée par la revue de Catilino Montfort en 1911, La monarchie française, comme antithèse du nationalisme intégral. Les partisans de la contre-révolution intégrale, formule lancée par Pierre Gibert dans L'avant-garde de l'Ouest, 18 janvier 1896, n'ont pas, eux, rallié le maurassisme. Mais dans les problèmes complexes de droit dynastique, les discussions entraînèrent encore, entre 1932 et 1936, des divisions. Certains légitimistes très liés aux princes carlistes comme Jean d'Andigné ou Mayol de Lupé se montrèrent sensibles à la cause parmesane. Sans faire ouvertement acte de candidature au trône de France, les princes Sixte, mort en 1934, et Xavier, mort en 1977, laissèrent avancer leur nom par des amis avec une certaine complaisance,
surtout que le premier était l'auteur d'une thèse de droit fondamental pour les légitimistes et que le second avait été choisi par le dernier prince carliste comme régent de la communion traditionnaliste en Espagne. 9.2. Le légitimisme ou la contre-révolution authentique. Les Blancs d'Espagne, légitimistes purs, courtisans de l'impossible, forment donc une minorité dans l'espace métapolitique de la France entre 1883 et 1975. Autour de professeurs de droit depuis Coquille jusqu'à Guy Auger, ils ont maintenu le droit dynastique de l'ancienne France et pratiqué une réflexion dans l'optique contre révolutionnaires et intégristes catholiques. Refusant le ralliement à la monarchie constitutionnelle de 1830 et aux principes révolutionnaires et républicains de 1789 et de 1875, ils forment un groupe de l'extrême droite française en lutte permanente non seulement avec les républicains libéraux, mais aussi les orléanistes et les partisans de Charles Maurras. Ces querelles intestines sont une des causes de la faiblesse du monarchisme français depuis 1883 et de sa quasi-disparition depuis plus d'un siècle. Cependant, sur le plan culturel, la tradition monarchique a connu une permanence à travers les brochures, la presse et les thèses et les articles de droit. 9.3. Le courant légitimiste, fer de lance du catholicisme traditionnel. En outre, le courant légitimiste a certainement permis la permanence et la résurgence de l'intégrisme catholique. La famille d'Andigné est encore représentée dans la nébuleuse de la cité catholique des années 1960. L'absence de ralliement à des thèses modernes ou modernistes permet le maintien de l'intégrité des doctrines politiques et religieuses. Les partisans de la monarchie chrétienne ne peuvent se rallier à la République laïque ni à la monarchie constitutionnelle. 2 refus de ralliement sont donc la marque des Blancs d'Espagne. 9.4. Permanence du légitimisme dans la politique française. Si nous revenons à Joseph Dubourg, on peut constater vers 1910 une nostalgie certaine. Après les obsèques de Frosdorf, il lançait des questions. Le roi était laissé dans sa dernière demeure. Il appartenait au passé. Le drapeau blanc restait couché sur son tombeau. Qui le relèvera? Qui en a le devoir? Qui en aura le courage? Dubourg refuse en fait l'expression de petite église de Frosdorf lancée par ses adversaires. Il est sûr de représenter le droit monarchique dans sa pureté et rappelle ce qu'il a fait pour le service et la défense de ses grandes idées sous le blanc panache de mon roi. Encore en juin 1909, non rallié 2 fois, il se tourne vers les princes de la branche aînée seuls, capables de restaurer la monarchie légitime et chrétienne. Il est intéressant de noter qu'on retrouve en 1994 les mêmes formules, les mêmes arguments dans les revues et feuilles légitimistes. Il s'agit donc bien d'une petite église qui est née en 1883-84 et qui s'est continuée avec le légitimisme carliste jusqu'en 1941. Il faut attendre les années 1950 et surtout la mort du prétendant Don Jaime ou Henri VI pour que le légitimisme français reprenne vraiment une place dans la droite française. René Raymond, l'historien des droites, parle peu de ce légitimisme. Il se trouva quelques nostalgiques pour reporter leur allégeance sur les Bourbons d'Espagne. Mais ce sont là fantaisies généalogiques qui ne sauraient masquer le déclin de la foi monarchique. 9.5. Les légitimistes, c'est non rallié absolu à la modernité. Si nous sommes d'accord sur le déclin de la foi monarchique depuis 1883, les termes de fantaisie généalogique paraissent inadaptés. Les Blancs d'Espagne sont en fait les adeptes intransigeants du principe de légitimité. Ils forment depuis une vingtaine d'années un rameau non négligeable sur le plan intellectuel de la droite contre-révolutionnaire, héritier du refus des 2 ralliements orléanistes et républicains. Cet exemple montre que les non-ralliés sont restés fidèles à une légitimité supérieure que l'on peut appeler métapolitique. Les légitimistes sont restés fidèles à une conception de la monarchie chrétienne opposée fondamentalement aux principes révolutionnaires de 1789 et aux pratiques démocratiques et parlementaires de 1848 et 1875. Non ralliés aux modernités politiques et philosophiques, les Blancs d'Espagne représentent un mouvement à la fois minoritaire et permanent.
Ils sont la preuve que les non-ralliés sont condamnés à longue échéance à la marginalité, refusant à la fois la République, les Orléans et Charles Maurras. Mais les Blancs d'Espagne sont aussi la manifestation du maintien sur plus de 100 ans de la théorie contre-révolutionnaire élaborée aussi bien par Maistre et Bonald que par Laurenti, Monseigneur Pie et Blanc de Saint-Bonnet. Les catholiques et royalistes non ralliés à la République étaient déjà des non-ralliés à la monarchie parlementaire dès 1791, 1814 ou 1830. Ils sont des fidèles intégraux aux principes réels ou supposés de la monarchie chrétienne, le prince, les lois fondamentales du royaume et la foi catholique. Si le ralliement est bien l'acceptation sur le plan politique de la République chrétienne, si les ralliements sont l'adhésion sur le plan social de la modernité et sur le plan philosophique du progrès, il paraît évident que la petite famille d'esprit des légitimistes purs et durs sont des non-ralliés absolus dans le domaine des idées et dans la réalité, ils sont les courtisans de l'impossible. Restauration. Grandis bibliographie. Grand 11, complément de Vive le Roi. Depuis 1990, l'UCLF prend le relais du combat légitimiste. L'UCLF est un mouvement fondé en 1979 par Gérard Saclier de la Bâtie, ancien secrétaire de l'AGLF, qui entreprend aussi de continuer la parution de l'ancienne Gazette royale. Auparavant, durant la terrible persécution religieuse moderniste des années 70, Gérard Saclier de la Bâtie s'était investi aux côtés de Monseigneur Lefebvre pour la défense de la messe de toujours. À cet effet, il fut l'un des créateurs des comités Saint-Pie V et fut président de cette association qui offrait des lieux de culte aux prêtres fidèles à la liturgie catholique. Ses successeurs, son fils Hugues Saclier de la Bâtie, puis Pierre Baudin, continuèrent fidèlement son œuvre dans le respect de la tradition catholique et royale. Depuis sa fondation, l'UCLF ne cesse de combattre pour la restauration du trône et de l'autel, de prier pour le pape et le roi, de rassembler les documents, de les enseigner au plus grand nombre pour le triomphe final du droit naturel et divin. Mes amis, pour construire une société, il faut être plusieurs. La chaîne a donc besoin de vous. 4 choses qui paraissent anodines, mais qui en réalité nous aident énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. Aimez et commentez la vidéo. Et si le cœur et la raison vous en dit, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira. Dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.